Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, on se retrouve pour l'exercice qui porte sur la chronologie de l'ébullition d'un liquide à pression et température constante. Donc un nouvel essai ici, on va essayer de faire une vidéo où vous ne me verrez pas, on va être uniquement en voix off. Donc je vous invite évidemment en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si c'est un format qui vous convient, ou si vous préférez le format dans lequel vous me voyez en même temps que je vous parle. Voilà, donc ça vous me le donnez en commentaire. Si vous appréciez les vidéos comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit like, ça fait plaisir. Vous vous abonnez, vous activez la cloche, tout ça, tout ça. Alors, le système auquel on va s'intéresser, eh bien, c'est le même que celui qu'on a vu dans la vidéo de cours donc, que je vous ai posté précédemment. Donc on va considérer qu'on a un récipient de forme cylindrique ici, dans lequel se trouve un liquide. Donc là, pour l'exemple, on va prendre en fait de l'eau, donc un liquide ici dans le fond. Voilà. Et sur ce liquide directement posé se trouve une rondelle dont la masse est supposée nulle et qui assure en fait l'étanchéité entre la zone dans laquelle se trouve le liquide et la partie supérieure du piston. Alors au-dessus de cette rondelle est appliquée une pression qui est maintenue constante. Alors on va prendre la pression standard P0, mais on peut prendre naturellement une autre pression. Et étant donné que la rondelle n'a pas de masse, il n'y a pas d'inertie non plus, et surtout on a la même pression qui s'applique directement à la surface du liquide. Voilà, donc là-dedans on a un élément chauffant qui va apporter une certaine puissance thermique au liquide, et on va supposer que le cylindre est parfaitement isolé, autrement dit on n'a aucune perte d'énergie par dissipation thermique au niveau de la paroi du tube. Voilà, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va amener une puissance de chauffe constante, qu'on va noter W ici, qui va être de 1500 watts. On va partir d'une température initiale pour le liquide, qu'on va noter TI, qu'on va choisir ici égale à 20 degrés Celsius. Et puis, on va atteindre, donc après chauffage, une température finale, donc hop là, qui sera de, donc je note TE pour température d'ébullition, de 100 degrés Celsius. À la suite de ce chauffage, on va avoir ébullition, toujours en maintenant cette température de 100 degrés Celsius. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que la température est constante pendant l'ébullition du liquide pur. Donc ici, on a ébullition. Et puis la dernière partie du diagramme correspond au chauffage de la partie donc, du gaz qui reste après que l'ébullition ait intégralement converti le liquide en gaz. Voilà, donc on a toutes les informations. Donc l'idée ici, c'est de vous demander en fait, pour l'exercice, de prévoir la chronologie de l'évolution de la température en fonction du temps et en particulier de déterminer quelle est la durée nécessaire pour amener le liquide à ébullition, d'une part, et deuxièmement, de déterminer la durée de l'ébullition jusqu'à ce que le liquide ait intégralement disparu. Donc comme d'habitude, il vous manque quelques informations pour pouvoir répondre à ces questions. Donc je vous invite à aller chercher ces informations sur Internet dans un premier temps. Et puis ensuite, on va résoudre l'exercice. Alors si vous ne vous souvenez plus exactement comment tout ça fonctionne, eh bien, je vous invite évidemment à retourner voir les vidéos sur les échanges thermiques, en particulier la vidéo qui concerne l'exercice sur le lac gelé. Qui traite un problème un petit peu similaire mais avec une fonte de glace, enfin plus précisément avec une congélation d'eau, et également la vidéo sur les bilans thermiques. Voilà, donc je vous propose de faire pause, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir le faire et puis pour prendre le temps de réfléchir, et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir, que vous avez résolu l'exercice. Alors, c'est pas un exercice extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de voir en détail au moins une fois avant de commencer à aborder les problèmes d'ébullition de mélanges binaires et d'autres mélanges, parce que c'est le point de référence à partir duquel on va construire en fait la suite. Et puis ça fait pas de mal non plus de réviser un petit peu les échanges thermiques.
Alors, ici, dans les données qui vous manquent, la première chose évidemment qui vous manque, c'est la quantité de liquide. Puisque vous pouvez amener 1500 watts de chauffage. Si vous avez 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 3 litres d'eau, évidemment, la température ne va pas grimper à la même vitesse. Donc, il vous faut la masse de liquide. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de prendre une masse d'eau de 1 kg. Voilà, 1 kg d'eau. Et les autres grandeurs qui vous manquent ici pour résoudre l'exercice, ce sont les grandeurs qui caractérisent l'évolution de la température de l'eau lorsqu'on lui apporte ou qu'on lui prend de l'énergie. Donc il nous faut dans un premier temps la capacité thermique massique, donc Cp. Voilà, donc cette grandeur-là va nous permettre d'accéder à la durée pendant laquelle la température de l'eau liquide va monter jusqu'à ce qu'on atteigne l'ébullition. Et la deuxième grandeur qui nous manque, c'est l'enthalpie de vaporisation. Voilà, alors étant donné qu'on va se placer à pression standard, on va prendre les valeurs de ces deux constantes à pression standard. Donc le Cp, lui, vaut donc 4185,5 joules par kilo et par Kelvin. Et l'enthalpie de vaporisation vaut 2264,76 kJ par kilogramme. Voilà. Donc là, on a tout. Il n'y a plus qu'à retrouver les bonnes formules pour calculer les temps de chauffe et faire les applications numériques. Donc on va faire ça sur une nouvelle feuille. Alors, pour le temps de chauffe permettant d'atteindre l'ébullition. Donc on sait que la quantité d'énergie, je vais la noter Q, reçue par l'eau pendant une durée T est égale au produit de ce temps T multiplié par la puissance de chauffe. Autrement dit, Q égale TW. Et cette même quantité d'énergie va permettre de modifier la température de l'eau depuis sa température initiale jusqu'à sa température d'ébullition, et ce, proportionnellement à sa capacité thermique massique Cp, sa masse, et donc la différence de température ébullition moins initiale. Donc voilà, on a la relation dont on avait besoin pour estimer le temps de chauffe. Donc ici, on a le temps de chauffe, il suffit de l'isoler, donc on se retrouve avec T égale Cp masse différence de température entre la température finale et la température initiale, et on divise par la puissance de chauffe. Ce qui nous fait ici, compte tenu des valeurs numériques qu'on a choisies, 223 secondes. Autrement dit, 3 minutes 43. Voilà, donc un temps de chauffe relativement rapide. Alors vous voyez qu'on est sur des grandeurs qui sont réalistes par rapport typiquement à une bouilloire de cuisine. 3 minutes, c'est quelque chose qui semble assez raisonnable par rapport au temps qu'on attend d'habitude pour obtenir effectivement l'ébullition de l'eau. Alors l'autre question, donc, c'était le temps nécessaire ensuite à la disparition totale de l'eau liquide. Eh bien, pour transformer intégralement l'eau liquide en eau gazeuse, on va devoir fournir une certaine quantité d'énergie, donc ici une enthalpie, un delta H. Donc de la même façon que tout à l'heure, l'enthalpie reçue ici correspondra à l'énergie qui a été fournie sous forme d'énergie thermique pendant le laps de temps considéré. Donc on va appeler ce temps de vaporisation T', donc T' multiplié par W, donc ça c'est l'énergie qui a été apportée au système pendant l'ébullition. Et comme cette ébullition a permis de transformer intégralement l'eau liquide en eau vapeur, eh bien ceci correspond exactement à l'enthalpie de vaporisation, donc delta H vap, multiplié par la masse d'eau qu'on a transformée, donc ici petit m. Autrement dit, on a de nouveau une relation simple entre toutes ces grandeurs. On a T' qui du coup est égal à l'enthalpie de vaporisation multiplié par la masse d'eau considérée divisé par la puissance de chauffe. Donc comme précédemment, on fait l'application numérique et on va s'y retrouver ici avec 1510 secondes. Ce qui fait 25 minutes et 10 secondes. Alors, comme tout à l'heure, vu qu'on est dans un cas qui ressemble à ce qu'on a sur une bouilloire de cuisine, vous voyez qu'il va, si vous avez 1 litre d'eau donc dans votre bouilloire, eh bien, en gros, vous avez 25 minutes de temps
avant que l'eau ait totalement disparu de la bouilloire depuis le moment où elle entre en ébullition, ce qui veut dire que vous avez, à partir du moment où l'eau entre en ébullition, largement le temps de venir couper le courant sans pour autant avoir perdu une grosse part de l'eau que vous aviez dans la bouilloire initialement. Ça, c'est pour les points caractéristiques donc, de l'évolution de la température. En termes de profil de température en fonction du temps, donc on va retrouver quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait obtenu dans le cours, donc ce que je vous avais montré dans le cours. Donc ici, on peut représenter la température en fonction du temps. Donc on va démarrer d'une température initiale TI qui valait donc 20 degrés ici. On va monter ici jusqu'à la température d'ébullition, donc TE. On va ensuite avoir un palier pendant lequel on évapore intégralement l'eau, donc jusqu'à obtenir l'évaporation totale. Et ensuite, on aura une deuxième période ici de chauffe, au cours de laquelle on va chauffer l'eau sous forme vapeur. Alors ici, on va trouver la valeur qu'on a calculée tout à l'heure, donc petit t, le petit t donc, qui valait 223 secondes. Et puis là, on va retrouver une deuxième valeur qui correspond donc à t plus t', et qui vaut donc 1510 plus 223, autrement dit 1733 secondes. La température d'ébullition, c'est celle qui était donnée au départ, donc on est à 100 degrés Celsius. Ici, on démarrait à 20 degrés Celsius. Et on a caractérisé intégralement donc le graphique sur les premières parties, en tout cas. Donc ici, on a une croissance linéaire, un palier, et puis ensuite un échauffement du gaz. Alors, dans les questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe si, sous la rondelle qui sert à assurer l'étanchéité entre la partie du cylindre dans laquelle se trouve le liquide et l'extérieur du système, on a déjà du gaz au départ. Alors évidemment, du gaz qui n'est pas le gaz correspondant au liquide qu'on est en train d'essayer de faire bouillir. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, il va y avoir plusieurs phénomènes. La première chose, c'est que ce gaz va chauffer également en même temps que le liquide. Donc ce gaz va utiliser une partie de l'énergie de chauffage pour augmenter sa température, ce qui fait qu'il y aura moins d'énergie disponible pour le liquide et donc la chauffe du liquide sera plus lente. Autre phénomène qu'on va voir apparaître à présent, c'est que autant dans le cas qu'on a vu juste avant, la rondelle était collée sur le liquide et tant que la pression de vapeur saturante du liquide n'était pas suffisante pour repousser la rondelle en dehors du contact avec le liquide, on n'avait pas de gaz sous la rondelle. Là, on a déjà du gaz sous la rondelle, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir vaporisation du liquide au fur et à mesure qu'on le chauffe et donc on va voir, en plus du gaz qu'on avait au début, apparaître du gaz, de la vapeur d'eau dans le compartiment. Donc on va avoir de l'énergie qui va être utilisée pour chauffer l'eau, de l'énergie qui va être utilisée pour chauffer le gaz présent au-dessus de l'eau, on va avoir de l'énergie qui va être utilisée pour vaporiser l'eau, pour assurer l'équilibre avec la pression de vapeur saturante, et évidemment on va aussi avoir de l'énergie qui va être utilisée pour chauffer cette vapeur au fur et à mesure qu'on augmente la température. Donc on va se retrouver avec une courbe de chauffe en présence du gaz qui sera plus basse ici, ça chauffera moins vite. La température d'ébullition, elle, ne change pas, donc en fait on va atteindre le palier de manière plus tardive ici. Alors la linéarité ici du chauffage va dépendre de pas mal de facteurs, je vous propose de ne pas trop rentrer dans les détails là tout de suite. Ensuite on va de nouveau avoir le palier qui correspond à l'ébullition. Et on va s'arrêter très probablement un petit peu plus loin ici. Et puis on va de nouveau avoir le chauffage du gaz. Autrement dit, du gaz présent au début, plus la vapeur d'eau qu'on a vaporisée. Alors, il n'est pas garanti que la longueur du palier ici soit la même. Et il est même probable que le palier soit un peu plus court dans le cas où on a déjà en fait du gaz, tout simplement parce que quand on arrive à la température d'ébullition, on a déjà l'équilibre avec la pression de vapeur saturante et donc il y a déjà une partie de l'eau qui a été vaporisée alors que ce n'est pas le cas dans la situation où on n'a pas de gaz sous la petite rondelle.
Voilà. Bon, maintenant, étant donné que la quantité d'eau qui va être dans la phase vapeur va être relativement faible par rapport à la quantité d'eau qui reste, le raccourcissement du palier sera relativement faible également. Alors, si vous voulez vous amuser évidemment à faire les calculs, il n'y a rien de très difficile là-dedans. Il faut récupérer la capacité thermique du gaz qu'on a introduit. Il faut récupérer la capacité thermique massique également, donc de la vapeur d'eau. Et puis, voilà, normalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il vous faudra probablement aussi l'équation des gaz parfaits. Alors, ce que je vous propose de faire, contrairement à d'habitude, ce n'est pas de me rendre cet exercice corrigé de manière manuscrite, mais de refaire en fait exactement cet exercice par vous-même sur Moodle. Donc je vous ai préparé un petit test sur Moodle qui devrait déjà être disponible, sur lequel je vous invite à vous rendre, et qui va vous poser exactement le même problème, donc celui sans gaz, celui qu'on a vu au début, mais avec des valeurs numériques totalement différentes. Donc à vous de refaire les calculs et d'essayer de réobtenir les bonnes valeurs numériques dans les cas qui vous seront proposés. Alors le test est conçu de façon à ce que vous puissiez proposer plusieurs solutions successivement, sachant que après chaque tentative, la note que vous êtes susceptible d'obtenir diminue d'un facteur 1/3. Donc vous avez tout intérêt à bien préparer votre calcul avant d'essayer de fournir une réponse. Si vous voulez des révisions sur les échanges thermiques, eh bien, je vous invite à retourner voir les vidéos qui parlent de ce sujet, dont je vous ai mis les liens au début dans les petites fiches. Alors, de nouveau, je vous invite à me dire en commentaire si ce format vous a plu, vous a apporté quelque chose par rapport au format que je fais d'habitude. Et puis, sinon, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de cours dans laquelle on abordera les mélanges binaires. Ciao!